Alors j'enregistre, c'est bon, c'est enregistré, c'est en train de s'enregistrer. Ah, super, Ok. merci. Euh, donc vous pouvez récupérer l'audio aussi, hein, si vous mettez votre téléphone à côté, vous pouvez récupérer l'audio. Donc je disais que cette protéine cavéoline en question, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie donc des revêtements. Ok, donc ça c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, si vous voulez, de la cavéoline, c'est qu'elle va faire partie des revêtements. Les revêtements, on en avait un peu expliqué. Un revêtement, ça sert à protéger une vésicule. Une vésicule, ça sert à faire migrer des protéines d'un endroit à un autre. Et en fait, ce revêtement-là, il y en a plusieurs sortes. J'ai dit qu'il y en avait 5, 6 sortes. Aujourd'hui, on va en avoir deux. Il y a le revêtement de cavéoline principalement. Okay, donc toute une partie la vésicule qui va être entourée de cette protéine-là, et une protéine qui fait partie donc du cytosol en revanche, c'est la clatrine. Donc ça, c'est la grosse différence entre cavéoline et clatrine, c'est que l'une est une protéine du système endomembranaire, donc la cavéoline, et la clatrine, c'est une protéine qui fait partie donc du système non endomembranaire, donc ici l'équipe en rouge. Donc là, aujourd'hui, je voulais voir surtout avec vous cette partie du système un peu endomembranaire qui est la cavéoline, et je vais vous montrer, je vais continuer à vous montrer en tout cas l'implication de ça. Donc ça, tout ça, on est bon. Tout ça, on est bon. Alors juste, je reprends, je fais une parenthèse, ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, ce que j'ai montré en audio. Cette réaction est capitale à savoir, ok. Celle-là, donc phospholipase, signal, PIP2, DAG, IP3, et qui va vers le RE pour libérer du calcium, qui est donc résumé ici, ok. Donc ça, cette réaction, elle est vraiment très importante à savoir. À chaque fois que je vous montre un schéma, il faut vraiment regarder le texte qui est associé. Donc là, il y a un petit texte, puisque c'est un schéma du chapitre 11. Mais si vous voulez, là aussi, encore une fois, hein, celui qui veut, par exemple, le chapitre 11, qui veut que je lui envoie pour apprendre un peu d'avance et pour voir un peu plus en détail, avec plaisir, je vous l'envoie. Donc là, si vous voulez, vous avez la protéine qui est ici, okay, qui est une protéine G qu'on va voir aujourd'hui. On va faire le détail aujourd'hui des protéines G, ça va être très important. Et en gros, cette protéine G, qui est une protéine cytosolique, va activer cette phospholipase C, qui va couper PIP2, qui va donner deux produits, DAG, diaglycérol, qui restent dans la membrane plasmique, et qui va activer aussi, qui va libérer IP3, qui lui va dans le cytosol. IP3, il va aller sur son récepteur IP3, et qui va libérer du calcium. Okay, et ce calcium-là en question va avoir des rôles multiples qu'on reverra ensemble, et qui va notamment activer des protéines kinases. Alors, c'est peut-être la première fois qu'on vous voyez le mot protéine kinase. Retenez que la protéine kinase, c'est celle qui va favoriser les phosphorylations. Donc, je répète, les protéines kinases, c'est celles qui favorisent les phosphorylations. Et comme vous le savez, la phosphorylation, c'est le fait même d'accrocher des phosphates sur la protéine. Okay, donc, et je vous l'ai dit dans l'audio, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas parlé depuis. Mais en gros, la phosphorylation, c'est j'accroche des phosphates sur la face intracellulaire, sur le versant intracellulaire d'une protéine. Donc, toujours la phosphorylation en intracellulaire. Et la plupart du temps, ça va provoquer des endocytoses. Retenez ça pour le moment. Okay, ça va permettre à la protéine qui est dans la membrane plasmique de descendre, okay, et de se faire endocyter. Okay, donc, il y aura plein d'exemples. Je vous en montrerai si vous le souhaitez. Okay, mais c'est un peu donc le principe de la phospholipase qui coupe DAG IP3, IP3 qui va libérer le calcium, et le calcium, il va activer, entre autres, des protéines kinases. Okay, donc ça, retenez bien ce terme de protéine kinase, c'est important. Donc je reviens sur mon histoire de cavéoline. Donc vous avez tous le chapitre 2 hein, dans le groupe WhatsApp. Donc, dans la cavéoline, donc c'est à la fin c'est la troisième partie du chapitre 2. Donc, ça, c'est la partie jonction qu'on reverra ensemble, bien correctement. Euh, donc ici, les revêtements, on les voit lors d'une endocytose et lors d'une exocytose. Donc ici, dans ce schéma de la figure 28, qui est donc à la page 42, vous voyez qu'il y a deux types d'endocytose. Même, je dirais même plus, il y a trois types d'endocytose. Soit j'ai une vésicule de clatrine, donc
une endocytose grâce à une vésicule de Clathrin. Et je le rappelle, le schéma sur le LDL qu'on va finir aujourd'hui est dans ce cadre-là de la Clathrin. Soit je suis une vésicule recouverte de cavéoline. Donc là, à ce moment, je suis une vésicule recouverte de cette protéine cavéoline. Clathrin, déshabillage. Cavéoline, pas de déshabillage. OK? Donc je reste sur le côté déshabillage. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais dit par qui était déshabillée la vésicule de Clathrin. Alors juste une parenthèse pour ceux qui ont suivi depuis le début un peu les cours et qui sont un peu investis en biocé. Je vous donne un exemple. Si par exemple aujourd'hui, quand je vous dis déshabillage de la Clathrin, si vous ne le savez pas, c'est pas grave déjà, c'est pas un drame, mais ça veut dire simplement que vous l'avez pas travaillé comme il faut. C'est-à-dire que si vous voulez, la Clathrin, ça fait partie, le déshabillage de la Clathrin a été fait par quelque chose que j'ai répété 2-3 fois et que vous êtes censé avoir travaillé. Donc en gros, c'est très important, surtout en biocé, il est capital de travailler régulièrement. Si la biocé, vous ne la travaillez pas régulièrement, alors quand je dis régulièrement, évidemment pendant l'année, à partir de juillet, c'est 1 heure par jour, mais pour vous, actuellement, on va dire peut-être, allez, 1 heure et demie par semaine, ça serait bien, même d'avancer. C'est le top. Donc, normalement, vous devez tous intervenir me disant la vésicule de Clathrin, celle qui est donc déshabillée, est déshabillée par une protéine chaperon. Ok, je l'avais dit la dernière fois. C'est comment elle s'appelle cette protéine chaperon? HSP70 plus ATP. Donc HSP70 plus ATP, c'est la protéine chaperon qui va permettre le déshabillage de la vésicule, en tout cas de la Clathrin. Ok, donc ça, c'est très important. Et chaque fois, les protéines chaperon sont corrélées avec l'ATP. Donc, chaque chaperon est dit ATPase, puisque chaque fois que vous voyez un chaperon, ça sera HSP plus, en tout cas, chaperon plus ATP. Donc ici, dans ce cas-là, c'est HSP70 plus ATP. Donc évidemment que dans le cadre de de cette chaperon-là, il y a la consommation d'ATP. Toutes les chaperons sont ATPases. Et pour ceux qui ont été sérieux et qui ont écouté le cours que j'ai envoyé jeudi, on avait parlé de 2 autres chaperons. On a parlé d'une chaperon qu'on a déjà vue qui s'appelle BIP. Ok, vous vous souvenez, BIP, c'est le chaperon qui permet la fermeture du translocon. Ok, donc vous vous souvenez lors de l'importation de la protéine dans le RE, ok, lorsqu'il y a le peptide signal, on a le SRP, ok, vous vous souvenez, pour ceux en tout cas qui étaient avec moi la dernière fois, le SRP qui va amener la protéine vers le RE et vers le translocon. OK? Alors, regardez, pour que ça soit clair, je vais vous le montrer. Comme ça, au moins, ça va être clair pour tout le monde. Je veux pas en perdre sur le chemin. Donc ici, donc tout le monde voit le deuxième écran de partage là que je suis en train de mettre? Non. Non? Alors attendez. Ah oui, oui, c'est bon, attendez. Là, vous le voyez. Oui. Voilà. Oui, Là, vous le voyez. Et donc ici, alors vous vous souvenez ici ce schéma qui est capital. Ok, vous vous souvenez ici que la protéine, lorsqu'elle commence à se faire synthétiser, si elle a le signal d'adressage qui s'appelle peptide signal, elle va être reconnue par le SRP et va venir ici vers le réticulum endoplasmique. Et qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du réticulum endoplasmique? Elle va rentrer dans le réticulum pour commencer sa synthèse. Et on avait dit que ici, elle entrait via un canal, un port, ok, qui s'appelle le translocon. Et qui va l'amener, c'est le SRP. Ça, j'espère en tout cas que c'est clair pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui ont suivi. Je referai un audio parce que je ne l'ai pas expliqué dans l'audio en question, mais ce schéma-là est très important. Je vais vous le mettre sur le groupe, ne vous inquiétez pas. Ok, donc ce schéma avec le SRP va permettre à la protéine d'aller vers le RE. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pour ça où j'insiste, c'est que ici, donc dans l'accompagnement, donc au niveau d'un ARN messager qui a rencontré son ribosome,
Puis, le SRP va reconnaître le peptide signal, qui va l'amener vers le translocon. Et dans le translocon, vous avez ce qu'on appelle soit l'ouverture du translocon, soit la fermeture. Et là, le translocon, il est fermé. Il est fermé par qui? Par BIP. Ok, c'est pour ça que je viens ce schéma, parce que BIP aussi est une protéine chaperon. Donc, et donc, vous déduisez qu'elle est ATP dépendante. Ok, donc elle consomme de l'ATP. Pareil, donc là, il ne s'est pas marqué sur le schéma, mais BIP, c'est toujours plus ATP. Ok, donc là, juste, je finis le schéma pour ne pas finir sur une frustration pour vous. Donc, à partir du moment où le SRP va hydrolyser son GTP, sa molécule d'énergie, alors BIP, ok, va dégager, ok, ici va s'ouvrir. Donc je répète, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas ces notions, ATP, GTP, ce sont des molécules d'énergie. Ok, donc quand je dis consommation d'ATP, c'est avec consommation d'énergie. GTP, c'est la même chose, consommation d'énergie. Donc ici, BIP dégage et la protéine peut rentrer dans le translocon et donc elle peut rentrer dans le RE surtout. D'accord? Donc là, c'était juste pour faire je revenais donc justement sur ces protéines chaperon. Donc, je reviens donc. Je reviens ici à la membrane plasmique. Donc, à la membrane plasmique, ici, donc vous avez ici, je reviens ici au déshabillage de la clatrine qui se fait par HSP70. Donc, vous connaissez deux chaperons. HSP70 plus ATP, plus BIP plus ATP. Et le troisième que j'ai parlé justement, qui était nouveau, que j'ai parlé justement, dont je vous avais entretenu lors de l'audio, c'était un troisième molécule chaperon, qui est le chaperon BIP. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que tout le monde voit là? Je suis revenu au chapitre 2? Oui. Très bien. Donc BIP, ok. BIP, HSP plus PDI. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, PDI, c'est la protéine disulfure isomérase. PDI, c'est celle qui va s'occuper de former les ponts disulfure de la protéine. Ok? Donc, dans le schéma, enfin, en tout cas, dans l'ordre chronologique, je répète, la protéine, elle rentre dans le RE, elle commence à se faire synthétiser et elle va commencer son travail de maturation. Et dans son travail de maturation, on va lui rajouter des sucres, on va lui rajouter, des phosphates, on va lui rajouter beaucoup de choses. Et entre autres, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Toujours sur le domaine extracellulaire, des ponts disulfure pour lui donner une forme à cette protéine, pour qu'elle ait une forme 3D convenable. Okay, qui va s'occuper de lui donner cette forme? Ça va être justement PDI. Donc PDI est bien donc la protéine chaperon qui va permettre justement à la protéine d'avoir une structure 3D. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important que vous compreniez ça. Donc ici, on a donc deux types de vésicules. Et dernière chose sur ce schéma, pour finir, très important, on a parlé aussi d'une dizaine de fois, la protéine G, qui est de la dynamine, qui est, elle, responsable de l'étranglement de la vésicule et qui va permettre à la vésicule de rentrer, en gros, dans la cellule, qui va donc finir l'endocytose. Pareil, la dynamine, je vous avais dit, ça faisait partie aussi d'une classe de protéines qui sont les protéines G qu'on va voir aujourd'hui. Et les protéines G sont toutes également GTP-asiques, consommatrices de GTP. Ok? Donc ça, c'est aussi capital de bien le comprendre. Une parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, on a dit quoi? Que tous les chaperons sont ATP-asiques, mais il y a une exception justement pour cette protéine BIP qui est la seule chaperon qui est non ATP-asique. Okay, donc BIP, c'est le seul chaperon que vous verrez qui ne consomme pas d'ATP. Mais ça, vous le verrez, ça c'est des notions évidemment du chapitre 8. Donc ça serait intéressant pour vous de bien l'expliquer, en tout cas de bien le lire, toute cette partie du texte. Et enfin, ok, alors ça je vois s'il est en plus gros. Non, il n'est pas en plus gros, mais peu importe. Donc ici, important, schéma capital, ok, sur le LDL. Donc je vous avais raconté l'histoire la dernière fois sur
le fait que le LDL, c'est un présentateur, c'est un transporteur de cholestérol qui va ici avoir comme but, ce LDL, de rentrer dans la cellule pour donner son cholestérol. Donc, le LDL, c'est un, regardez ici la molécule, la figure 29 et 30, c'est que le LDL est L, donc transporteur de cholestérol. Ok, le cholestérol est à l'intérieur, le LDL, il est tout autour. Et donc, le LDL, qu'est-ce qu'il va faire? Le LDL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que il va rentrer dans la cellule, donc vous le voyez ici, le LDL rentre dans la cellule par un récepteur LDL. Donc en gros, le LDL qui est dans l'espace extracellulaire va rencontrer son récepteur, il va diffuser, ok, donc diffusion, ok, ça fait partie d'ailleurs des mouvements des protéines dans la membrane plasmique, et donc il va rencontrer ce qu'on appelle ici le puits recouvert, ok, vous vous souvenez, le puits recouvert, c'est une zone de la membrane plasmique riche en clatrine. Donc c'est la définition du puits recouvert, c'est une zone de la membrane plasmique riche en clatrine. Et vous mettez, et ça c'est très important de bien le noter, vous mettez que c'est en opposition, ok, c'est en opposition avec la cavéoline ou la zone. Alors, mettez que le radiolipidique est elle une zone de la membrane plasmique riche en cavéoline. Donc il y a deux choses. Soit il y a les puits recouverts qui sont riches en clatrine, soit il y a les radiolipidiques qui sont riches en cavéoline. Ok. Donc ici, on est en présence, donc là aussi, ça fait partie des pièges qu'on peut vous donner, bien évidemment. Là, on est en présence de puits recouverts, donc riches en clatrine. Donc faites attention, ici, on ne pourra pas vous dire que c'est riche en cavéoline. Donc ici, pareil, classique, le récepteur avec son ligand, au niveau du puits recouvert, et donc là, une endocytose commence à se former. Et qui va finir le travail? La dynamine plus le GTP. Classique. La vésicule s'est formée, et donc là, on a une vésicule riche en créatrine qui attend que d'une chose, c'est de se faire déshabiller. Qui va s'occuper du déshabillage? Bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'est notre HSP70 plus ATP. Donc HSP70 plus ATP va permettre le déshabillage de la vésicule et plusieurs vésicules entre elles vont former une grosse vésicule qu'on appelle un endosome. Ça, c'est le genre de vocabulaire qu'il faut extrêmement bien retenir. Un endosome, vous savez, il y a plusieurs types d'endosomes. Ça, c'est dans le chapitre 8 qu'on verra ensemble. Il y a plusieurs types d'endosomes. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les différents stades d'endosome est fonction de l'acidification de ce dernier. C'est-à-dire que plus c'est acide, plus on tend vers un lysosome. Moins c'est acide, plus on tend vers un endosome qui est dit, on appelle ça précoce. Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'endosome précoce. Vous pouvez le noter, mais bon, voilà, c'est quelque chose que vous allez revoir. L'endosome précoce, l'endosome tardif et le lysosome. Voilà. Ça fait partie des trois étapes, ok, de l'endosome. Et en fonction, regardez bien dans le schéma, il est acidifié par ce qu'on appelle une H plus ATPase. C'est une pompe H plus ATPase. Donc cette pompe H plus ATPase, c'est elle qui va permettre à l'endosome de s'acidifier. Ça sert à quoi d'acidifier dans ce cas-là? Ça sert à faire en sorte que le récepteur et le LDL se dissocient. C'est très important. Le fait que ça soit acide, qu'on rajoute du H+, ça va créer une dissociation récepteur-ligand. Vous voyez que le récepteur, après, il est recyclé. Donc là, par une exocytose, ok. Donc là, on peut imaginer très bien qu'il y a un revêtement, par exemple. C'est pas dit par simplification, mais ça peut être clatrine, ça peut être cavéoline, ok. Donc là, on est en présence d'un LDL à la fin qui va dans le lysosome être encore coupé pour que le cholestérol sorte de lui-même, d'accord. Donc ça, c'est un schéma encore une fois très important. Donc il faudra bien lire tout ça qui est la base. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu ensemble, quelque chose de nouveau qui est donc ici pas un puits recouvert, mais un radiolipidique. Ok. Donc ici, je répète, on n'est pas en présence d'un puits recouvert, on est en présence d'un radiolipidique. C'est quoi ce radiolipidique? J'ai dit la dernière fois, c'est une région de la membrane plasmique riche en cavéoline. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'elle n'est pas riche que en cavéoline. Donc ici, vous voyez la membrane plasmique. Ok. Donc radiolipidique, c'est un mot-clé qu'on va retrouver dans 2-3 schémas qu'il faut bien retenir.
Donc, radolipidique que vous voyez ici, qui est riche en plusieurs choses. Alors, il faut noter toutes les composants des radolipidiques. Donc, évidemment, cavéoline, premier composant. Deuxième composant des radolipidiques, c'est riche en hénosynthase. Alors, pareil, hein, quand vous voyez des mots comme ça, hénosynthase, et c'est quoi? C'est très facile. Hein. NO, c'est le monoxyde d'azote, tout le monde le sait. Et synthase, ben, c'est ce qui va synthétiser le monoxyde d'azote. Donc, hénosynthase, c'est ce qui va synthétiser le NO. Vous verrez, c'est quoi le NO? Ça sert à créer des relaxations. Ça, c'est le chapitre 11. Créer des relaxations et des vasodilatations des vaisseaux. Ok, donc, en gros, ça va détendre. Le NO, je crois que l'application, c'est quand vous ce que font les étudiants des fois avec les ballons d'azote comme ça détend complètement les individus. C'est pas du tout un truc que je vous conseille, mais disons que c'est comme ça détend un individu de prendre du NO. Bon, c'est riche aussi en protéines G. Alors, et là on va y venir tout à l'heure, en protéines G hétérotrimériques. Donc c'est ce qui a marqué ici, protéines G alpha, bêta, gamma. Ça veut dire quoi alpha, bêta, gamma? C'est des protéines G hétérotrimériques. Là, dès maintenant, on va le voir vraiment dans 5 minutes, mais dès maintenant, vous pouvez noter qu'il existe deux types de protéines G. Donc je vous rappelle, les protéines G sont des protéines cytosoliques, donc de la classe non système endomembranaire, à ancrage temporaire à la membrane plasmique. Okay, ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, une protéine G, c'est une protéine cytosolique à ancrage temporaire. Mais il existe deux types de protéines G. Soit je suis une protéine G monomérique, et on va voir les différences, soit je suis une protéine G hétérotrimérique. Ce n'est pas la même chose, ok? On va le voir tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. Vous vous souvenez tout à l'heure, et même dans l'audio que vous avez fait jeudi, qu'on avait parlé d'un RCPG. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le RCPG, c'est ce que vous voyez ici, on avait vu un peu dans le schéma. Le RCPG, c'est un récepteur couplé aux protéines G. Et je vais vous montrer juste la différence et on va le voir tout à l'heure dans le schéma, bien concrètement. Mais en gros, le RCPG, on va le voir ici, il va revenir. Voilà, je le sens. Voilà. Le RCPG, c'était ça. OK? Ici, le RCPG, où il y a son ligand qui va venir, le RCPG, finalement, c'est celui qui va être couplé à la protéine G. Ça, c'est un exemple de protéine G hétérotrimérique. Ça veut dire quoi hétérotrimérique? C'est qu'il a plusieurs sous-unités et toujours relié à un récepteur. C'est-à-dire qu'en gros, de manière autonome, il ne marche pas, lui. Okay, le GTP alpha-Q, en tout cas la protéine G alpha-Q, ne marche pas toute seule, elle a besoin d'un récepteur. Okay, entre parenthèses, notez bien, ça fait partie des définitions, qu'un RCPG, il a toujours 7 domaines transmembranaires. Donc, il a toujours 7 domaines transmembranaires. Pareil, et ça aussi, c'est important que vous le reteniez bien, c'est que le RCPG, comme vous le voyez ici, comptez les domaines transmembranaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que à travers, donc là, vous voyez le dessin du RCPG, il traverse la membrane plasmique 7 fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 7 domaines transmembranaires, 7 domaines hydrophobes. Donc ça, c'est le premier type de protéine G que vous voyez et sur lequel vous avez connaissance. Le deuxième type de protéine G que vous avez, c'est le protéine G classique, ok, qu'on voit depuis le début, qui est par exemple la dynamine. Elle, la dynamine, c'est une protéine G monomérique. Okay, donc ça veut dire quoi monomérique? C'est qu'elle n'a pas de récepteur associé et elle n'a qu'une seule sous-unité. Mais le point commun de toutes ces protéines G, c'est pareil, c'est qu'elles fonctionnent avec le GTP, qu'elles sont cytosoliques à ancrage temporaire. Mais il y en a une qui a besoin d'un récepteur et l'autre qui n'a pas besoin de récepteur. Okay, donc ça, on va le revoir un peu et il faudra les connaître bien comme il faut. Donc ici, tout ça pour dire que le radolipidique est riche en protéines G hétérotrimériques, donc la première classe de protéines G. Ce radolipidique, vous voyez, pareil, il a un fonctionnement assez atypique, enfin, comme l'autre en fait, pas atypique, où il y a le ligand qui va aller sur son récepteur, vers cette région riche en cavéoline.
Il va ici avoir une endocytose, un bourgeonnement d'abord de la vésicule. Pareil, la dynamine va permettre l'étranglement de la vésicule. Et puis, donc, la vésicule va être détachée de la membrane plasmique, toujours avec son revêtement. Je rappelle que pour la cavéoline, il n'y a pas de déshabillage. Clatrine, il y a un déshabillage. Cavéoline, il n'y a pas de déshabillage. OK? Donc, euh, euh, bien évidemment que après, ils vont avant tous avoir le point commun, c'est que malgré qu'il n'y ait pas de déshabillage, à la fin, plusieurs vésicules recouvertes de cavéoline vont former un endosome. OK? Donc, pareil, l'objectif après, c'est que l'endosome se transforme en lysosome, à pH égale 5, et donc après que le ligand se dissocie de son récepteur. D'accord? Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, oui, on avait vu, mais on ne l'a pas vu dans un schéma, c'est la phagocytose. La phagocytose, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'élément principal qu'on retrouve lors d'une apoptose. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans la figure 16, vous pouvez le noter, comme ça vous le reverrez à la maison. Je pense que tout le monde a le premier chapitre. Pour la figure 16 du chapitre 1, on avait parlé de l'apoptose, de la mort cellulaire programmée. C'est-à-dire que là où je suis en train de parler, vous m'écoutez, il y a des cellules qui meurent en nous. Et en fait, dans ces cellules qui meurent en nous, vous avez justement une cellule qui va s'autodétruire et qui va être bouffée après, qui va être détruite après par ce qu'on appelle un macrophage. Un macrophage, c'est comme un lysosome géant qui va permettre d'englober des débris de cellules. Et en fait, ce macrophage, il utilise une technique bien à elle pour digérer des éléments, c'est la phagocytose, que vous voyez ici. Et cette phagocytose est aidée, en tout cas est favorisée par ce qu'on appelle des voiles hyaloplasmiques. C'est très important ça, ces voiles hyaloplasmiques. Pourquoi? Parce que ces voiles hyaloplasmiques, ils proviennent, je ne sais pas si on l'avait dit ou on l'avait peut-être sous-entendu, ils proviennent des citernes du RE. C'est-à-dire que c'est le RE qui va fournir ces bouts de membrane plasmique qui vont permettre la phagocytose. Et donc après, le phagosome va rentrer dans la cellule qui est ici, on va imaginer un macrophage. D'accord. Alors, c'est très important. Écoutez-moi bien. Retenez qu'à chaque fois, et ça il me semble que je l'ai dit, mais disons, qu'à chaque fois que vous voyez une déformation, même locale, d'une membrane plasmique, c'est-à-dire que là, dans tout ce que vous voyez ici, il y a une déformation locale de la membrane plasmique, que ce soit la phagocytose, que ce soit l'endocytose, etc. À chaque fois qu'il y a une déformation de la membrane plasmique, il y a activation du cytosquelette. Donc ça, c'est classique. S'il y a une déformation locale de la membrane plasmique, forcément, le cytosquelette qui est là pour donner la forme à la cellule, il se modifie localement. Et notez donc aussi, dans la suite, que à chaque fois qu'il y a modification du cytosquelette, il y a consommation d'énergie. Et consommation d'énergie, ça s'appelle un phénomène actif. Donc tout déplacement, modification du cytosquelette entraîne et est un phénomène actif. Contrairement aux phénomènes passifs qui sont, eux, sans énergie. Donc, chaque fois que vous voyez le terme actif, ça veut dire consommation d'énergie. D'accord? Donc, dans tous ces cas-là, phagocytose, endocytose, exocytose, bien évidemment, on a consommation d'énergie. Alors, non, là, je me suis gouré, excusez-moi. Voilà, donc juste je reviens juste à la même chose avec exocytose, voilà ici. Transport avec membrane plasmique. Vous voyez ici qu'on est dans un cas d'une exocytose. Ici, vous voyez qu'on est soit une exocytose constitutive, je l'ai dit dans mon audio, soit je suis une exocytose, excusez-moi, régulée. Donc, soit j'envoie une grosse partie de mes constituants à l'extérieur, soit j'envoie une petite partie à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'était la dernière chose que j'ai envie de vous dire sur la clatrine, la différence entre clatrine et cavéoline. J'avais dit que dans le cas d'une exocytose constitutive,
c'est chaque fois le cas de vésicules recouvertes de cavéoline. Alors que ici, dans les exocytoses régulées, ça va être le cas d'un revêtement recouvert de clatrine. Donc, dans votre tête, vous devez retenir clatrine, c'est régulé, cavéoline, c'est constitutive. OK? Et donc là, vous voyez dans ce schéma, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus cytosquelette, plus énergie. Ça va toujours ensemble. Cytosquelette plus énergie. Ça va toujours ensemble. OK? Et donc, à partir du moment où il y a exocytose ou endocytose, il y a forcément consommation d'énergie. Et je dirais même plus, consommation de calcium. OK? Je vous avais dit la dernière fois que le calcium joue un rôle prépondérant dans les exocytoses. OK? Donc ici, on va avoir besoin de beaucoup de calcium pour une exocytose régulée et d'une petite part de calcium pour l'exocytose constitutive. Dans tous les cas, il y a présence de calcium. Faites attention, c'est un piège classique sur lequel les étudiants tombent toujours. C'est que le calcium, il est présent à la fois pour l'exocytose régulée et constitutive, mais en plus grande quantité pour l'exocytose régulée, puisqu'il y a plus de matériaux à envoyer. D'accord? Donc ça, c'est et là on fait aussi la phagocytose, toujours avec ces voiles hyalioplasmiques. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous reteniez bien et qui est pour moi capital. Donc je continue. Donc là, voilà, ici vous voyez dans la figure 32, vous voyez que la phagocytose est marquée cytosquelette plus énergie. Ok? Donc ça, c'est juste un schéma en passant. Donc ça, c'est OK. Et ça, c'est le schéma aussi que je voulais vous montrer aujourd'hui, qu'on avait vu un peu la dernière fois, mais que je vais aujourd'hui vous détailler plus en regard de ce qu'on a vu. Est-ce que, alors, je vais essayer de faire intervenir quelqu'un qui veut. Vous voyez ici cette réaction avec le signal chimique qui va aller sur un récepteur comme ça. Comment il s'appelle ce récepteur? RCPG? RCPG. Très bien. Donc, c'est le récepteur qu'on a vu tout à l'heure. Le RCPG, c'est quoi? C'est 7 domaines transmembranaires avec un ligand. Et donc là, on a une suite de réactions. Et là, on va voir ceux ou celles qui suivent bien, très bien même, c'est pas évident. Hein. Et on a une suite de réactions, une flèche. Imaginez, vous êtes tout seul, ok? Vous êtes tout seul et vous voyez un peu ce signal chimique qui va ici sur ce RCPG. Il y a une flèche, on ne sait pas d'où elle sort. Qu'est-ce que c'est cette flèche? On a des sites de stockage de calcium et ça va libérer du calcium. Alors, là, vous me dites, il faut que quelqu'un essaye de me dire, c'est quoi cette réaction? Comment on passe de ça à ça? Et ça, on l'a vu. J'attends. Personne? Ok. Donc, personne. Alors, regardez. C'est très simple. Vous l'avez vu, ce RCPG qu'à un seul endroit. Donc, c'était pas trop compliqué. Si vous êtes un peu malin, vous allez déduire très facilement. On l'a vu à un seul endroit, ce RCPG. On l'a vu lorsque il va être activé par son ligand, qui va activer une protéine G, alpha Q, qui va après activer la phospholipase C, qui va après couper PIP2, qui va donner DAG, qui va rester dans la membrane plasmique, et qui va donner IP3, et ce IP3 va aller sur son récepteur IP3. Ça, c'est le truc qu'on avait vu la dernière fois et aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce IP3 sur son récepteur? Il va libérer du calcium. Hop, on a notre schéma. Donc là, évidemment, c'est simplifié, mais là, il faut que vous arriviez à faire le lien, et c'est toute ça la difficulté et aussi la beauté de la biologie cellulaire, c'est d'arriver chacun à faire le lien entre les schémas. Donc dans ce schéma-là, quand vous voyez cette réaction, ça doit de suite vous faire penser à cette réaction de alpha Q, donc la sous-unité de la protéine G, puis PIP2, DAG, IP3, IP3 qui va sur son récepteur IP3 qui libère du calcium. Et ce calcium-là, ok, qui va être utilisé pour les exocytoses.
Ok, donc là, vous connaissez parfaitement. Ici, c'est une vésicule recouverte de clatrine. Ici, c'est une vésicule recouverte de cavéoline. Provoquée, constitutive. Ok, mais justement, qu'on a une augmentation de la concentration de calcium qui vient soit de l'extérieur, soit des sites de stockage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous, tout à l'heure, quand je vous ai montré le schéma, alors est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ça? Ou vous voulez quelqu'un qui veut que je répète? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Ok. Celui qui veut que je répète. Hein, c'est très important ça. Ok. Personne veut que je répète? Ouais, moi je veux bien. Ah, très bien. Alors, c'est très simple, je répète. On a notre réaction qui est à partir d'un ligand qui va aller sur un RCPG, va permettre la libération de calcium. Ça, c'est le schéma que vous voyez devant vous. La question, c'est de savoir comment on passe de l'un à l'autre. C'est pas magique. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Je vous fais référence au schéma qu'on a vu, j'y vais très rapidement, au schéma qu'on a vu il y a 2 minutes. On va le voir ça. Voilà. Ce schéma-là, je répète, le ligand qui va sur son RCPG, qui va activer la unité alpha-Q, qui va activer la phospholipase C, PIP2, DAG, IP3, IP3 ce qui a sur son récepteur IP3, qui va libérer du calcium. Et en fait, c'est quoi ce calcium? Ce calcium-là, à quoi il sert maintenant? Vous avez une des applications, ce n'est pas toutes les applications, mais une des applications. C'est quoi une des applications de cette libération de calcium? C'est ce que vous voyez ici. Ici, c'est augmentation des exocytoses. D'accord? Donc, en gros, comment on passe de là à là? Par la suite des réactions PIP2, DAG, IP3, récepteur IP3, libération du calcium. D'accord? Donc, en gros, ce schéma, il était juste là pour vous montrer les deux sources de calcium dans la cellule, d'où ils peuvent provenir. Soit ils peuvent provenir de l'extérieur, okay, grâce à des canaux potentiels dépendants ou même ligands dépendants et des autres canaux qui font rentrer du calcium à l'intérieur de la cellule, soit des sources intérieures, okay, des sites de stockage. Et quand on dit que ce récepteur IP3, il libère, donc maintenant dans votre tête, récepteur IP3, c'est un libérateur de calcium. Quand il libère du calcium, je vous avais dit qu'une des choses importantes, c'est qu'il va activer des protéines kinases. Okay, ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais deuxième rôle ici, c'est que le calcium ici va avoir comme rôle d'augmenter, de favoriser les exocytoses. Voilà. Ça, c'était vraiment le lien que je voulais voir avec vous qui était très important. Ça, j'en ai pas besoin. Et ça c'est bon. Très bien. Donc ça, si vous voulez, alors j'aimerais bien que vous lisiez bien tout ça. Donc ça, voilà, je n'étais pas obligé de remonter jusqu'au bout. Il y avait le lien que je vous avais mis directement avec ce schéma-là. Alors, ça aussi, je vous l'ai mis. C'est quelque chose qu'on reverra ensemble plus tard. Ouais, je ne veux pas vous embrouiller aujourd'hui. C'est ce qu'on reverra un peu plus tard, ça. Ok, donc ça, le chapitre 2, si vous arrivez à faire tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est pas mal. Je vais aujourd'hui faire la dernière chose donc, que je voulais vous partager avec vous, c'est le chapitre 4. Dans le chapitre 4, et attention, je vais juste… voilà. Dans le chapitre 4, alors je vais aller directement dans le chapitre 4. Je vais regarder ça, cours de BioC. Tout le monde a l'écran de partage, chapitre 4? Oui. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon. Alors, je vais ici, je vais prendre le vrai. Alors, ça, c'était ma fiche résumée que je vais vous envoyer à la fin. Donc, je n'ai pas besoin de vous montrer. Là, vous avez la nouvelle feuille, compartiment cytosolique, vous l'avez? Oui. D'accord. Donc, alors, compartiment cytosolique, donc chapitre 3, laissez tomber pour le moment, on reverra. J'essaierai de vous faire, si cette séance-là d'1 heure vous a convenu et vous pensez que vous profitez,
on pourrait le faire ça tous les dimanches, ça m'embête pas, 1 heure de temps, même pour vous, ça ne fait pas perdre beaucoup de temps et ça permet de voir les choses régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le compartiment cytosolique, je veux que vous le travailliez bien, mais pas n'importe comment. Je vais vous dire comment le travailler. Par exemple, donc tout ça, je veux que vous, ça c'est quelque chose qui est c'est pas à apprendre par cœur, mais c'est un résumé, une introduction de ce qu'on a vu depuis le début. Donc la différence entre système endomembranaire, le reste qui s'appelle donc cytosol, et le fait que le cytosol, qui est donc l'objectif du chapitre 4, soit au centre de toutes les réactions dans le corps. C'est-à-dire qu'en gros, ici dans ce schéma, bon c'est hors concours, mais juste que vous compreniez bien, dans ce schéma, tout ce que vous bouffez ici, et ça c'est un truc que vous allez voir vraiment en UE1, donc des protéines, des lipides, des sucres, tout ce que vous voulez, ça va dans la cellule, ça se transforme par beaucoup de réactions, la glycolyse, etc., vous apprendrez. Et tout l'objectif, c'est que tout ça aille par des chemins différents dans la mitochondrie. Et grâce à ce qu'on appelle une phosphorylation oxydative, va fournir de l'ATP. Donc je répète, ces aliments-là, plus l'O2, la respiration cellulaire, va fournir ce qu'on appelle de l'ATP. OK? Et donc, tout l'objectif des aliments, quand vous mangez, bon, je sais que ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez penser directement, mais quand vous allez bouffer tout à l'heure à midi, OK? Eh ben, réfléchissez que à chaque chose que vous mangez, ben, ça va permettre à les mitochondries de fournir de l'ATP grâce à l'O2 que vous respirez. Donc ça, c'est juste que vous compreniez, quand on mange quelque chose, ça n'a pas juste une saveur et c'est quelque chose de très nutritif dans la cellule. Ça, vous oubliez un peu, j'ai peur que ça vous embrouille sur ça. Je veux bien que vous regardiez, donc ça aussi on s'en fout. Voilà, ça c'est le schéma qu'on avait vu depuis le début, qui était bien dans le chapitre 4 et qui est donc la base pour moi qu'il faudrait donner aux étudiants dès le chapitre 1. Ok, bon, eux, c'était leur choix de mettre dans le chapitre 4, mais ça, ce genre de schéma est à apprendre par cœur, parfaitement. Pas bêtement, mais parfaitement en comprenant tout ce que je vous ai donné. Donc, je répète ici, j'ai 2 types de protéines qui vont sortir, soit une protéine sans signal d'adressage, soit une protéine avec signal d'adressage. Sans signal d'adressage, je reste dans le cytosol ou je vais dans le clan non-système endomembranaire. Ok, donc ça, évidemment, ça c'est quelque chose que je vous donnerai encore en audio pour ceux qui n'étaient pas là. Soit je suis une protéine avec un signal d'adressage, je vais vers le réticulum endoplasmique, je rentre grâce au SRP dans le réticulum endoplasmique et je vais rester dans ce système endomembranaire. Okay, et c'est une protéine qui peut aller soit à la membrane plasmique, qui peut aller soit dans la matrice extracellulaire, soit dans le reste du système endomembranaire. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui. Alors, voilà. Vous vous souvenez, alors, hop, vous voyez aussi quand je grossis les choses, ouais, vous le voyez, hein? Oui, oui, on voit. Ouais, très bien. Alors, ça fait partie des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, très importante. Aujourd'hui, on va finir par 2 notions capitales. On va voir ce qu'on appelle des liaisons covalentes et des liaisons non covalentes. Covalente, c'est une liaison forte. Non covalente, c'est des liaisons un peu plus faibles. En gros, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand il y a marqué P ici, c'est les phosphorylations. Et en gros, à chaque fois, enfin à chaque fois, non pas à chaque fois, mais pour le moment, retenez que une phosphorylation, ici, 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 ça va avoir comme but, regardez, que la protéine soit endocytée. Donc je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure au début du cours, que la phosphorylation, le fait d'accrocher des phosphates toujours sur le domaine intracellulaire, je vous le répète, sur le domaine intracellulaire, ça va permettre l'endocytose du récepteur. Donc ici, dans ce cas-là, vous verrez, c'est un schéma classique du chapitre 11 qui est simplifié ici. C'est un cas particulier. Ça, c'est un cas particulier d'un récepteur. Vous voyez, là, tout à gauche, le récepteur, il est tout beau, tout gentil. Et ce récepteur, un jour, il va avoir un ligand qui va se mettre sur ce récepteur. Mais il a, ce récepteur, en intracellulaire, un domaine kinase. Okay, c'est quoi un domaine kinase? C'est un domaine
qui va être susceptible de recevoir des phosphorylations. Je répète que les kinases, c'est elles qui vont permettre la phosphorylation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en gros, quand le ligand va se mettre, ça va créer des autophosphorylations. Le récepteur va s'autophosphoryler et va être endocyté. Ça, c'est le classique du classique. C'est lorsqu'il y a donc un ligand, phosphorylation, endocytose. Vous pouvez noter dans ce schéma, ce chapitre que je vous enverrai sur le groupe d'ailleurs. Je veux que vous notiez sur ce schéma que l'endocytose, chaque fois dans ce cas-là, se fait grâce à une vésicule recouverte de clatrine. Cette endocytose se fait grâce à une vésicule recouverte de clatrine. Donc je répète, regardez le petit mot qui est en dessous. Les protéines subissent des modifications. Juste, je vous lis pour voilà. Je veux que vous regardez bien ce texte-là pour que vous contrôliez bien que c'est clair pour vous. La phosphorylation et la déphosphorylation. Vous comprenez très bien que la déphosphorylation, c'est d'enlever des phosphates. Elles sont inexistantes sur le domaine extracellulaire. C'est ce qu'on a dit, que dans le domaine intracellulaire. Elles sont inexistantes dans le domaine extracellulaire. La phosphorylation et la déphosphorylation sont catalysées respectivement par des kinases. Donc les kinases, c'est la phosphorylation. Ça, vous verrez. Ah, vous voyez ici, certaines sont sensibles au calcium. Vous comprenez le lien avec tout à l'heure, avec le récepteur IP3 qui libère du calcium et qui va activer les kinases. Le lien entre calcium et kinase. Ok, ça, il faudra que vous le revoyez bien. Et son contraire, son antagoniste, c'est les phosphatases. Donc les phosphatases, c'est elles qui vont permettre d'enlever les phosphates, ok, qui sont elles-mêmes, et ça je veux que vous l'appreniez par cœur, qui sont elles-mêmes activées par le complexe calcium-calmoduline. Alors ça c'est un nouveau mot pareil. Alors ça je suis un peu étonné par certains, j'avoue, parce que, enfin, j'espère en tout cas que, je pense en tout cas que pas tout le monde a le glossaire de BioC. Je vous ai donné la possibilité d'avoir plein de définitions. Donc, par exemple, complexe calcium-calmoduline, ça fait partie du glossaire que je vous ai donné. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, il faut que vous me le demandiez. Donc, le complexe calcium-calmoduline, c'est une protéine cytosolique qui va être activée grâce au calcium. Vous verrez c'est quoi son rôle. Ok, pour le moment, on n'en est pas là. Mais la calcium-calmoduline, c'est une protéine cytosolique qui, grâce au calcium, va être activée. Ok, donc, ça, c'est une première étape. Donc, c'est le calcium qui va activer la calcium-calmoduline. Mais pour que le calcium se mette, c'est un peu l'idée de ce mot-là, pour que le calcium active, il faut que le complexe calcium-calmoduline soit activé par des kinases. Ok, donc ce sont les kinases qui vont activer la calcium-calmoduline. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra ensemble. Ok, donc là, vous avancez, vous ne voyez pas tout ça, bien évidemment, on n'est pas là. Donc là, ça revient un peu ce qu'on a vu la dernière fois sur les glycosylations. Donc, vous pouvez regarder ça par curiosité. Ça, c'est ok, ça, c'est ok. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était les… Alors, ouais, on va le voir aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a vu, ça, la dernière fois? On l'a vu, me semble-t-il. Ça vous dit Oui, quelque schéma. chose? Oui? Oui. Oui, ça vous dit quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je veux que dans le chapitre 4, ça soit le centre de ce que vous avez vu. On le reverra la prochaine fois. Ce n'est pas l'objet de mon cours aujourd'hui, puisqu'on l'a déjà vu. Mais ça, je veux bien que vous le revoyiez bien comme il faut. Je le reprendrai en audio. Il y a 2-3 schémas que je vais reprendre en audio avec vous, que je vais bien expliquer. Ça fera partie des audios que je vais reprendre avec vous. Mais je veux que ça, au niveau du mot-clé qui est l'ubiquitine et du protéasome, je veux que vous le maîtrisez bien. Protéasome, c'est pour détruire à pH neutre. Lysosome, ici, c'est pour détruire à pH acide. Ok, l'ubiquitine, ici, c'est celle qui va être un signal d'adressage au protéasome. Ok, donc ça, voilà, on le reverra tranquillement, mais il y a un texte qui est en dessous qu'il faudra que vous lisiez bien convenablement.
Aujourd'hui, je voulais juste finir sur les protéines G. Je vous avais promis au début, donc je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire là. Ah, bon, il y a des tonnes de choses importantes dans ce schéma. Alors, pour ceux qui sont curieux, la partie 4, la partie G, excusez-moi, les chaperons. Tous les chaperons sont ici bien détaillés et bien argumentés. Okay, donc, vous avez tous les chaperons, tout ce que je vous ai parlé, les HSP, les BIP, les HSP 70 ici, et d'autres que vous allez découvrir. L'ubiquitine, ok, et on va finir par les chaperons. Voilà. Alors, et je finirai sur ça. Dans les protéines G, dans ce chapitre, il faut, pour que vous compreniez, voir la figure 16 avec la figure 19. On va commencer, parce que j'aime bien être en contradiction avec le cours, on va commencer par la figure 19. Alors, regardez bien ce schéma. On va commencer par le bas du schéma. Donc, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait deux types de protéines G. Protéines G monomériques ou protéines G hétérotrimériques. Là, donc, ces deux protéines G, on avait dit c'était quoi la différence? Il y en a une qui était toute seule et l'autre qui avait besoin d'un RCPG, d'un récepteur. C'était là les choses que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut savoir parfaitement également, c'est que dans ce qu'on appelle protéine G, il y a un cycle d'activation qui va être différent. Je répète, dans les protéines G, entre hétérotrimérique et monomérique, il va y avoir un cycle d'activation qui va être différent. On va prendre l'exemple ici de la protéine G monomérique. Alors, il y a une protéine qui s'appelle ARF, on va voir à quoi ça sert, ok? Mais en gros, ça, c'est une protéine G monomérique. Vous pouvez mettre ici exemple dynamine, ok? Ça m'est égal, c'est la même chose, puisque c'est la seule que vous connaissez. On va commencer par le bas du schéma. Vous voyez, quand il y a marqué inactive. En gros, la protéine G monomérique, lorsqu'elle est couplée au GDP, guanylate diphosphate, elle va être sous forme inactive. Vous voyez ici l'acide gras, il est caché. D'accord? Donc, vous imaginez la dynamine qui est couplée au GDP, qui est inactive, qui ne joue aucun rôle. Bon. Maintenant, il y a un moment où la vésicule, elle va venir, elle a besoin d'être endocytée. Donc, on va vouloir activer cette protéine G. Donc, on va utiliser un mot magique qui est une autre protéine qui s'appelle la protéine JEF. OK? JEF, que vous voyez au milieu du schéma, c'est celle qui va activer l'échange du GDP par du GTP. Je pointe bien mes mots, je répète, JEF va permettre l'échange GTP-GDP. Ça, c'est la première étape à l'activation de la protéine G. Et vous voyez que à partir du moment où il y a cet échange, alors juste, GTP, c'est guanosine triphosphate. GDP, c'est guanine diphosphate. On pourrait croire que c'est une phosphorylation. On rajoute un phosphate. En fait, c'est une finesse, mais c'est faux en fait. C'est un échange, comme son nom l'indique. C'est pas une phosphorylation, c'est un échange. On échange le GDP par du GTP. Et en gros, vous voyez que lorsqu'il y a cette réaction, hop, la protéine G activée grâce au GTP va se mettre à la membrane plasmique par l'acide gras. Encore une fois, je le répète, ça reste une protéine G, une protéine cytosolique, mais à ancrage temporaire à la membrane plasmique. C'est pour ça temporaire. Maintenant, la dynamine, elle va jouer son rôle. Elle va étrangler la vésicule pour la détacher de la membrane plasmique. On n'en a plus besoin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'antagoniste de JEF qui s'appelle GAP. Okay, donc, ces deux protéines, il faut que vous les appreniez parfaitement. GAP et JEF, ce sont deux protéines antagonistes. Et donc, GAP va activer l'hydrolyse. Donc, le GTP, on va le casser et on va obtenir, donc le phosphate dégage. Là, on enlève un phosphate, par contre. C'est très important ce que je dis parce qu'il faut que ce soit clair pour vous, ça. Là, on enlève un phosphate et là, on échange. Donc là, on enlève le phosphate
Et donc, ici, on revient à l'étape initiale de la protéine G couplée au GDP inactive. Donc, ce cycle-là, c'est le cycle d'une protéine G monomérique. À cela, il y a deux choses qu'il faut regarder. On parle du GDI. Alors, le GDI, ça peut bloquer l'échange. On le voit que ici, hein, pour tout vous dire. Donc, c'est pas capital, mais il faut le savoir sur ce schéma. Okay, chaque schéma qu'on voit, il faut l'apprendre par cœur, vous le savez. Et donc, là, il faudra le savoir que le GDI, ça peut bloquer l'échange. Okay, donc, si ça bloque l'échange, la protéine G reste toujours inactive. Et deuxième chose qu'il faut apprendre, pareil, dans le glossaire, c'est bien détaillé, la bréfédine A. En gros, retenez que la bréfédine A, c'est un champignon, un poison, qui va bloquer, qui va avoir un peu le même rôle que GDI, si vous voulez, mais qui va bloquer Jeff, lui. Donc, vous allez voir l'implication que ça a une bréfédine A, mais vous voyez que ici, si ça bloque Jeff, ben, ça bloque l'échange. Et si ça bloque l'échange, ça va bloquer aussi l'activation de la protéine G. OK. Donc, attends. Oui. La protéine GDI, elle Oui. bloque l'échange dans les deux cas. Oui. Et la bréférine A que dans le dans le premier cas. Non, GDI et bréfédine ont le même rôle. C'est qu'elles vont bloquer les deux l'échange, puisqu'il y a une réaction là. Hein. Elles vont bloquer l'échange. Sauf que le GDI bloque directement l'échange, alors que la bréfédine A, elle va ingérer de manière indirecte et elle va bloquer Jeff. D'accord? D'accord. D'accord. Juste ici, pour que vous compreniez bien, parce que le texte, à mon avis, il est dans ce sens-là. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui est marqué là. Ici, on parle d'une autre protéine G ARF que je veux que vous appreniez. Donc, vous connaissez la protéine G dynamine monomérique et ARF, c'est une autre protéine G monomérique. Sauf que ARF, c'est une protéine G. Alors, dynamine, c'est étranglement, détachement de la vésicule au niveau de la membrane plasmique, ça vous le savez. Et ARF, vous le verrez plus tard, si j'ai l'occasion, on le verra la prochaine fois si vous êtes motivé. La protéine G ARF, elle va permettre de constituer un revêtement. Je répète, depuis le début de la séance, on a parlé des revêtements. On a dit quoi? Les revêtements, il y a un déshabillage, ça se forme. Mais la question, c'est comment ça se forme un revêtement? Ça ne se forme pas tout seul. Il n'y a pas parce qu'une vésicule arrive que le revêtement va se mettre autour. En fait, il y a aussi un principe, une série de réactions qui vont former un revêtement. Et en fait, ces séries d'actions qui vont former le revêtement est fait, entre autres, par une protéine qui s'appelle ARF. Donc, quand ARF va être mis sur la membrane plasmique, elle va permettre le recrutement de cavéoline, de clatrine et d'autres protéines qui vont être d'autres types de revêtements. OK? Et donc, après, effectivement, il y a l'effet biologique en question. Donc, ça, c'était juste pour vous dire pourquoi il y a marqué ARF. Et peut-être dans le texte en dessous, on va vous dire à quoi ça sert le ARF. C'est pour ça que, en gros, s'il n'y a pas de revêtement, imaginez, il n'y a pas de revêtement. Donc, il n'y a pas de flux de la vésicule. Et donc, s'il y a pas de flux de la vésicule, automatiquement, le flux vectoriel membranaire est permanent. En tout cas, tous les flux sont arrêtés. C'est pour ça qu'il dit dans le petit texte que la bréfédine A, qui inhibe Jeff, donc empêche l'échange GTP-GDP. On l'utilise expérimentalement pour étudier les flux membranaires. Si on le met, ça l'arrête. Si on le laisse, ça l'arrête pas. Ok? Donc, si on l'inhibe, la bréfédine A, ça continue. Donc, ça permet de faire des études expérimentales. Donc ça, c'était l'exemple. Ok? Donc, il y a d'autres choses qu'il faudra apprendre. Donc, ça aussi, vous pouvez le voir. C'est l'exemple d'une protéine G monomérique. Dernière chose, et là, il faut chaque fois que vous voyez la figure 19, l'avoir avec la figure 16. C'est deux choses que vous voyez ensemble. Dernière chose, c'est que ici, on est en présence du cycle fonctionnel d'une protéine G, ici, dans ce cadre-là, hétérotrimérique. Pareil. Qu'est-ce que vous voyez ici? Excusez-moi. Vous voyez le RCPG avec le ligand et avec ces trois sous-unités. Toutes ces sous-unités sont des protéines G. Alpha,
bêta, gamma. Alors, qu'est-ce que vous notez? Vous notez très rapidement qu'en fait, ces protéines G, soit sont couplées, là, elles sont directement dans la membrane plasmique, vous les voyez. Elles ne sont pas comme les autres, d'abord en cytosol, elles sont directement dans la membrane plasmique. Mais soit elle est sous forme de GDP, elle est inactive, soit elle est sous forme de GTP et elle sera active. Donc en gros, lorsque le ligand va se fixer sur la RCPG, ça va provoquer une réaction qui va faire passer, et c'est souvent la sous-unité alpha qui a le dernier mot, qui va faire passer la sous-unité alpha de GDP à alpha GTP. Et donc après, lorsqu'il va avoir l'échange, pareil, hein, il y a un échange, okay, comme dans l'autre, on va avoir l'effet désiré. Donc, qu'est-ce qui va faire? Alors, tout à l'heure, on a vu quoi? Jeff, ça favorisait l'échange. Oui. Ici, ce qui favorise l'échange, c'est le RCPG. Okay, vous le comprenez bien. Donc, ce qui favorise l'échange pour une protéine G hétérotrimérique, c'est le RCPG. Ce qui favorise l'échange pour une protéine G monomérique, c'est Jeff. Qu'est-ce qui favorisait l'hydrolyse pour la protéine G monomérique? C'était GAP. Okay, vous vous souvenez, GAP, ça favorise l'hydrolyse. Et ici, dans ce schéma-là, qu'est-ce qui favorise l'hydrolyse? C'est une protéine qui s'appelle RGS. Il y a un tableau qui résume tout ça. Hein. Okay, vous allez voir le tableau qui résume tout ça. Et en gros, RGS va avoir comme effet de hydrolyser la sous-unité alpha GTP ou alpha GDP et qui va donc permettre à la protéine de revenir à son état initial. D'accord? Et donc ça, c'est le cycle de la protéine G hétérotrimérique, vous voyez, qui n'a un peu rien à voir, même si les fondamentaux sont là, mais n'a rien à voir dans le cycle de la protéine G monomérique. Donc ici, vous avez un exemple d'une protéine G hétérotrimérique, c'est alpha Q. Pour le moment, vous n'avez que ça. Okay, il y en a plein d'autres. Okay, là, elles sont un peu détaillées, mais elles sont de ça. Ici, c'est la dernière chose ici. Comme ça, on le verra ensemble. Alors, je ne sais pas s'il est marqué ici. Non. Il y a un schéma qui vous résume bien toutes les protéines G que je vais vous envoyer tout à l'heure, qui résume toutes les protéines G avec RCPG, GAP, JEF. Comme ça, vous allez tout voir les différentes implications de ça. D'accord? Donc, pour résumer, donc ici, je vais vous envoyer une fiche avec le résumé un peu des protéines G. Donc ça, il faudra bien le voir avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, plus voir le chapitre 2, la suite qu'on a vu, bien fixer tout ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Revoir également tout ce qui est ubiquitine, où je vais vous faire quelques audios supplémentaires. Et je pense, en tout cas, si ça vous a aujourd'hui convenu, je pense qu'on refera ça de manière assez régulière. Vous voyez, une petite heure comme ça de biocé, je pense que ça entretient votre niveau de biocé. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions particulières ou c'est clair pour tout le monde? Non, c'est très bien. C'est clair pour tout le monde. Très bien. Moi, j'avais une question. Oui, oui, oui. Je n'avais pas trop compris le fonctionnement de la protéine PDI. PDI? Alors, PDI, Oui. c'est une protéine chaperon qui va avoir comme rôle de former des ponts disulfures. Ça, je l'ai bien expliqué dans l'audio en question, qui va former les ponts disulfures. Et en gros, ces ponts disulfures vont avoir comme rôle, de donner une forme à la protéine, tout simplement. La protéine, elle peut avoir différentes formes. Et ben, c'est ces ponts disulfures qui vont donner cette forme-là. Et PDI, donc, c'est une protéine chaperon, et c'est la seule protéine chaperon qui n'est pas ATPasique, tout simplement. D'accord, merci. Voilà. Tout à l'heure, Dan a dit que BIP n'était pas ATPasique, mais dans le glossaire, il dit qu'il a une activité ATPasique. Dans le glossaire, il dit que c'est ATPasique, mais alors, je sais pas, c'est une erreur alors. Il y a marqué activité ATPasique sur BIP. Alors, et à l'inverse, au PDI, il y a marqué pas ATPase. Non, excuse-moi. PDI, c'est non ATPasique et BIP, c'est ATPasique.
D'accord, parce que tu as dit le contraire. Ah non, excusez-moi, alors, autant moi. Non. PDI, c'est pas ATP-ASIC et BIP, c'est ATP-ASIC. La question, c'est sur PDI, ouais, n'est-ce pas? La question qu'on m'a posée, c'était bien sur PDI. Me semble, ouais. Ouais, donc PDI, c'est bien ça. Et tu avais dit sur PDI aussi qu'il participait à la structure du cytosquelette. PDI, non, PDI, ça participe à la structure de la protéine, pas du cytosquelette. D'accord. Ok. Ok tout le monde? Bon courage. Ok. Merci. Et donc, vous pouvez vous déconnecter. Et donc, je vous envoie tous les documents sur le groupe. Ok? Super, merci. Allez, Merci bon beaucoup. courage. Merci. Allez, bon dimanche, au revoir. Au revoir. Merci.